Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Des lignes épurées, des volumes maîtrisés, des cuirs luxueux et déjà un logo iconique. Charlotte Baude et son univers ensoleillé proposent des sacs et des foulards qui sont aussi atemporels qu'exclusifs. Je ne vous le cache pas, j'aime bien le travail de Charlotte Baude et aller à la rencontre des marques qui m'inspirent, eh bien c'est un peu le cadeau que je m'offre avec ce podcast. Alors je ne m'en prive pas et pour cette interview, je suis dans la boutique showroom de Charlotte, à la rencontre d'une femme et pour vous faire découvrir le parcours, les succès et les défis d'une créatrice dans la maroquinerie. Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors je commence toujours par cette première question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et de quel métier rêvais-tu faire quand tu étais enfant ? Alors bonjour, je m'appelle Charlotte Baude, j'ai 31 ans. J'habite Bruxelles. J'ai étudié l'architecture d'intérieur et le design produit à Bruxelles au CAD. Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé la mode. D'ailleurs, je fais des sacs à la machine à coudre avec ma maman depuis toute petite. Ouais, donc dès enfant, le rêve de la créativité de sa propre marque était là. Ah oui, ça depuis Chouette. toujours. Et tu as parlé déjà un peu de ton parcours et tes études, mais tu as fait quoi avant de lancer ta marque ? Elle a 2 ans, tu me disais ? Oui. Ok. Alors, après mes études, j'ai d'abord... Au début, je ne savais pas si je voulais aller dans le design produit, donc design de mobilier, ou pas. J'avais fait des stages à Paris chez un designer. Et donc, j'étais quand même intéressée par tout le côté forme, tout le côté création en tant que tel d'un objet. D'abord, j'ai eu une première expérience dans un bureau de design. Et puis, j'ai très vite senti que j'allais pas trouver ma place et que j'allais pas savoir me développer suffisamment et que j'étais fort bridée dans l'univers d'un designer, enfin du designer en question. Et donc après, j'ai été dans un bureau d'architecture pendant 2 ans à Bruxelles, avec lequel j'ai énormément appris. On a eu l'occasion de travailler sur des projets plutôt du haut de gamme et qui étaient forts dans les détails, ce qui m'a donné aussi le goût du détail, du sens du détail, d'aller plus loin, et que ce qui fait la beauté d'un projet, c'est justement les détails. Et en fait, je l'ai vachement pensé à ça quand j'ai commencé mes créations en maroquinerie, et ça fait fort écho. J'utilise beaucoup tout ce que j'ai appris, que ce soit autant dans mes stages que mes études, que mon ancien boulot. Chouette, les petits détails font des grands résultats. Voilà, et puis après, en fait, j'ai quitté mon ancien bureau suite à un burn-out. J'ai vraiment craqué complètement. Après, je me suis persuadée que il fallait que je retrouve un travail rapidement pour montrer aux gens que je savais retrouver, on va dire, un travail et que c'était pas un problème de compétences. Donc du coup, j'ai trouvé très rapidement un autre travail dans un bureau d'architecture. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop de choses à offrir, trop de choses qui bouillonnaient. Et en fait, ça ne me convenait pas d'être dans une structure. J'avais envie d'être mon propre patron, de créer et de pouvoir me libérer, de pouvoir enfin offrir tout ce que j'avais à offrir. Et donc, du coup, ça a un peu commencé comme ça. Chouette. Il y a eu un peu un bilan. Après, j'ai créé le studio Murmure, un studio d'architecture avec une copine à moi, où on a fait des restaurants. Donc ça, c'était assez chouette. Une belle expérience dans l'architecture qui t'a amené... Et donc donc ce studio Murmure qu'on a continué donc avant le confinement, puis après, donc
Donc ça, c'était chouette. Et de temps en temps, maintenant qu'on a des missions, on va dire, sur des restaurants, on continue à faire ça ensemble. Donc voilà, ça c'est pour l'architecture. Et donc je travaillais sur ce projet-là à côté, qui a quand même pris beaucoup de temps pour aboutir. Et donc voilà, des frustrations et des insatisfactions sont nées, ce que je comprends, l'envie de déployer. Et pourquoi la maroquinerie? Pourquoi le sac? Alors, déjà, moi, je suis une grande fan de tout ce qui est sac depuis toujours. Ça reste, je pense que... mes proches, en tout cas, savent que depuis que j'ai 3 pommes, je suis dans les sacs de ma maman, je touche, tout ça. Et puis, il y avait ce côté aussi, ça s'est fort développé aussi avec mes études et avec le fait de travailler, que ce soit dans les projets de design, travailler avec les matières et de pouvoir... on va dire, par exemple, si on choisit le bois, le marbre, ou de voir toutes les possibilités de ce qu'on peut en faire, tout en étant dans le respect de la matière. Ouais. Et donc c'est vrai qu'il y avait, par exemple, le cuir, qui est quand même une matière vivante, où il y a tellement de choses, il y a tellement moyen de le sublimer. Alors après... bien sûr, il y a à boire et à manger dans les cuirs, avec tout ce qu'on dit au niveau de l'écologie, l'utilisation des métaux lourds, tout ça. Et c'est quoi alors les cuirs que toi tu utilises pour tes sacs? Alors moi j'utilise essentiellement du veau ou de l'agneau. Après, là, dernièrement, j'ai fait des découvertes enfin d'un cuir végétal que je trouvais valable en quelque sorte. Après, je trouve que on va dire utiliser du cuir, c'est une forme de, on va dire, on réutilise une matière vivante de recyclage en quelque sorte. Par contre, je suis assez soucieuse de travailler avec des tanneries qui font attention à l'environnement et qui n'utilisent pas de métaux lourds. Donc ça, c'était quand même un enjeu. Tout ce qui est tannage au chrome et tout ça. Donc ça, c'est tout. Dans quel pays Donc les tanneries avec lesquelles je travaille, c'est essentiellement France. Et alors, j'ai aussi une tannerie en Italie. Chouette. Mais aussi, tout le processus de trouver la bonne tannerie, ça a été quand même un travail c'était hyper long. Ouais, bien sûr. Et c'était important aussi, le côté éthique, parce que tu peux aller en Italie pour dire que tu travailles avec des tanneries italiennes, sauf qu'après, les conditions de travail sont horribles. Donc, c'était aussi le but de trouver une tannerie à taille humaine et dans lequel où on est vraiment genre sur... l'artisanat du cuir, quoi. Et c'est ce que tu as trouvé en France. Chouette. Alors, du coup, reparlons en effet avec ta marque éponyme Charlotte Baude. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes? Alors, je propose, j'essaye du moins, de proposer des accessoires qui accompagnent la femme durant sa journée. Et en fait, le concept de base de la marque était basé sur... les heures de la journée et sur le fait que la plupart du temps, quand on part travailler, on va prendre un sac et généralement le sac va nous suivre toute la journée. Mais on a des besoins. Par exemple, on ne va pas prendre le même sac pour aller travailler que pour aller à une expo, pour aller à un mariage, pour être, que ce soit avec ses enfants, en city trip. Les besoins sont différents. Et en fait, au fil des heures de la journée, on pourrait associer ça à des moments ou à des situations. Et ces situations, on a ces besoins qui sont différents. Ça a été le fil, on va dire, de base, d'essayer de répondre à une problématique. Je comprends. Et en fait, de répondre aux besoins de la femme. Et donc, j'ai commencé comme ça, en disant, OK, c'est pour ça qu'il y a le 12-14, le 18-22. Il fallait se dire que le 18-22, qui est le matelassé, qui est un modèle qu'on peut porter en crossbody, à l'épaule. Mais il fallait se dire, OK, si je suis avec des copines et que je vais boire un verre, il faut que je puisse le prendre en bandoulière parce que je dois prendre 2 verres au bar. Ça paraît bête, mais c'est des choses où tu te dis, la poche comme si, la poche à l'arrière, facile pour mettre son téléphone, ou le fait qu'il soit arrondi en dessous pour l'ergonomie de la main, qui fait que quand on enlève la chaîne, ça devient une pochette à part entière. Donc il y a toutes ces choses-là qui ont été réfléchies. L'iconique de la marque qui est le 12-14. Il y a 2 soufflets, donc on peut mettre des choses à l'avant et à l'arrière. Et c'était de se dire, celui-là, on a un business lunch
au restaurant, avec un client ou bêtement avec un groupe d'amis. Il y a des choses qu'on n'a pas toujours envie de montrer si on va aux toilettes par exemple, ou il y a des choses qu'on a envie de garder cachées près de soi. Ou pas forcément, ou parce qu'on va pas les utiliser toute la journée. Et donc c'était aussi ce côté de pouvoir mettre des choses, compartimenter en fait en quelque sorte sa vie de ce qu'on veut en montrer. Et c'était aussi de se dire, on n'a pas toujours envie de montrer un logo ou quelque chose comme ça, et parce que là le fermoir est quand même fort présent, et donc le fait d'avoir 2 soufflets, ça permettait d'être réversible aussi, et de pouvoir se dire dans certaines situations, je préfère être plutôt dans la discrétion parce que je suis dans un jour comme ça, et puis il y a des jours où je suis enjouée et j'ai envie de dire je suis bien, et voilà. Le fermoir qui a vraiment un côté bijou. Comment tu as travaillé ce logo d'ailleurs? Alors, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais. Je n'avais pas envie de quelque chose, on va dire, je vais appeler ça mode. Je voulais quelque chose qui reste dans le temps, qu'on ait l'impression quand on le voit, qu'il y a 10 ans, il aurait pu exister, mais que dans 10 ans, il pourrait exister encore. D'intemporel. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, oui, c'est un peu ça. On essaye d'aller, mais en tout cas, c'était le but. Et je n'avais pas envie d'être sur un truc... fort, triangle, carré, qui est fort dans l'air du temps, on va dire, aujourd'hui. Mais moi, c'était pas ce que je voulais, parce que je pars sur, on va dire, des modèles qui sont plutôt classiques et actualisés, quoi. Je comprends bien. Aujourd'hui. Donc, super. Bah écoute, ça a beaucoup de sens. Comment et c'est réussi, parce que je le trouve vraiment joli. Comment tu définirais ton ADN, tu vois, ton identité de marque en plusieurs mots? Je dirais simple mais forte. Dans le sens où le but de mes produits, c'est que on soit pas dans quelque chose de tape à l'œil bling bling, c'est pas le but, mais c'est quelque chose où tu peux être habillé tout en noir ou habillé jeans t-shirt, tu mets juste le sac. Il a suffisamment de force que pour ressortir et de mettre un petit coup d'éclat, je vais dire ça comme ça. Ou que ce soit les foulards, tu peux être habillé super simplement et c'est juste la petite touche, le petit accessoire qui fait ressortir, qui apporte de la couleur et qui est moderne, que ce soit les foulards en soie par exemple. C'est une chose qui est vachement, on va dire, qui a vachement été mise de côté, qui est plus, ces dernières années, alors que c'est un accessoire que tu peux garder toute ta vie. Là, le but, c'était de se dire, on va sur quelque chose de coloré, d'actuel, moderne en fait. Et donc du coup, en effet, pour revenir sur ce que tu proposes, donc tu as les sacs, et là tu as combien de modèles de sacs? Alors en modèle de sac, je pense qu'on est sur 5 modèles, si je ne me trompe pas. Avec plusieurs déclinaisons de couleurs. Avec plusieurs déclinaisons de couleurs, en fonction des saisons, donc je rajoute des couleurs. Après, quand j'ai démarré, le but c'était de se dire... Je propose, par exemple, je pense 4 ou 5 couleurs. Et le but, c'était de se dire, on essaye toujours dans un côté intemporel, de démarrer sur des couleurs, des valeurs en quelque sorte sûres, que tu es sûr de pouvoir porter autant l'été que l'hiver. Parce que c'est ça le but aussi, je trouve qu'aller faire des couleurs très mode et tout, c'est bien. Mais alors, on s'approche de la fast fashion dans le sens où est-ce que dans ta consommation, est-ce que c'est tellement intéressant de... Enfin, voilà, ça c'était un point de vue. Lasser, est-ce que tu vas pas te lasser? Et puis après, c'est vrai que quand tu commences, tu te dis, bon, vaut mieux aller sur des valeurs en quelque sorte sûres. Et c'est toujours délicat de savoir dans quelle mesure tu as besoin de couleurs fortes pour attirer l'œil et pour justement aussi avoir quelque chose d'un peu spécifique, un peu d'unique à proposer. Et dans quelle mesure tu veux aussi être un peu safe, comme tu dis, et te garantir une stabilité avec du noir. Et puis t'as beau être créative et tout ça, je le vois bien aujourd'hui quand on me dit... Oui, donc on a besoin de ta collection, comme mon agence de presse avec qui je travaille me dit oui, on a besoin de tes collections hiver de l'année prochaine, et qu'après tu es devant tes créations et tu dis ok, donc quelle couleur pour l'année prochaine, et tu te retrouves avec ce dilemme parce que t'es pas... Madame Irma. T'es pas Madame Irma. Et donc, t'es un peu là, genre, ok, qu'est-ce qu'on a envie pour l'année prochaine? J'achète rarement des magazines les magazines et tout ça de mode ou les trucs avec les... J'aime pas trop m'inspirer de ce qui se passe. De ce qui se passe. Donc, je préfère aller voyager, me balader, voir un peu et te faire au feeling que trop...
que trop copier. Que trop regarder, parce qu'en fait, même si indirectement, tu seras d'office... Influencé, quoi. Et où est-ce que tu voyages pour t'inspirer ? Vraiment, je suis entre ville et nature. Hein. Moi, c'est fort... j'aime autant les grandes villes qui m'inspirent énormément que me balader en campagne ou en forêt. Je suis assez caméléon, je pense, dans ma manière de voyager. Je pense qu'autant on peut aller faire quelque chose d'assez route... même, je sais pas moi, tente ou je sais pas, c'est autant ça m'anime et tu peux trouver full inspiration par exemple dans les choses qui nous entourent et dans la nature. Ça m'arrive souvent quand je suis en vacances et que j'ai mon petit livre Pantone et que par exemple en été c'est assez fort ou au printemps, parfois il y a des champs de lavande ou des choses comme ça. Je m'amuse à essayer de trouver avec mon Pantone en fait, les couleurs, de repiquer les couleurs, par exemple, de la petite fleur, de la petite... de n'importe... Enfin, voilà, de l'eau, d'une certaine eau. Et je prends après en photo à côté. Ouais, c'est chouette. Et puis quand tu arrives au mois d'octobre et que tu n'es plus du tout au mois de juillet, c'est fou comme quand tu mets ça après en application, tu te dis... C'était vraiment cette couleur-là. Il y a tellement des choses qui matchent. Quand tu regardes un paysage et ton inspiration, elle est là, dans la nature, ça matche naturellement et il y a une raison à tout ça. Chouette, hyper intéressant. Je reviens à des choses un peu plus pragmatiques, mais c'était super joli à écouter. Aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve tes créations ? C'est quoi ta distribution ? Alors, ma distribution aujourd'hui, elle se passe en ligne. Elle se passe aussi au magasin à Bruxelles. C'est rue de la Réforme, numéro 34, à XL, donc près de la place Bruckmann. Très bel espace, chouette boutique. Oui, c'est très sympa. C'est une sorte de petit cocon que j'ai essayé de créer un peu comme un boudoir et ça a vachement... j'avais envie de créer un endroit dans lequel j'allais créer un relationnel avec la cliente. Parce que je pense que je sais pas si on peut appeler ça le luxe, enfin dans ce que je fais, il y a quand même un rapport à l'humain qui est quand même important. Et il y a quand même derrière la marque tout un univers que j'ai envie de faire partager aussi. Et je pense que l'espace se prête bien pour ça et c'était important. Sinon, on peut aussi retrouver mes collections aussi prochainement sur un site américain aux États-Unis. Donc, alors, je ne sais pas si j'arriverai à bien le dire. C'est Shops of Range. C'est une chouette collaboration. Ils sont venus vers toi, c'est toi qui les as contactés ? Non, c'est sur candidature. Et en fait, c'est un chouette site qui reprend des marques en fait, par ville. Donc ils font Barcelone, donc ils font beaucoup de villes, Londres, tout ça, et chaque fois ils sélectionnent, on va dire des marques, on va dire qu'ils trouvent intéressantes et en fait c'était pour la première fois on va dire un shop en ligne que je trouvais avec une sélection intéressante, de qualité et cohérente. Et donc ils n'ont pas encore de marque belge. D'accord. Donc super. Du coup, je serai la première marque belge sur leur site. Et donc ils achètent ou c'est des pièces qu'ils auront ? Alors soit ils font, en fait, je mets mon shop en ligne sur le leur et donc après ils font des pop-up ils vont faire des pop-up aux États-Unis et ils en ont fait un à Paris, à Londres l'année dernière. Et donc en Belgique, donc on peut te trouver sur la boutique à Bruxelles, rue de la Réforme. Ouais. Online, tu disais. Oui. Et après, je continue à faire des pop-up et tout ça. Je ne travaille plus dans des multimarques et tout ça parce que le but, c'est... étant une marque qui produit essentiellement en Europe et si je veux rester avec, on va dire, des prix qui restent accessibles, ça me semblait... plus judicieux en fait de le faire on va dire en direct. Est-ce que tu peux donner un peu ta gamme de prix justement ? Alors pour tout ce qui est sac, on va de 460 € à 1270 € pour le plus cher. Donc ça, et puis pour les foulards, on démarre à 45 € et on peut aller jusqu'à 350 pour les plus grands qui font 1m40 sur 2 mètres. Donc, et puis après, on a le prêt-à-porter qui rentre maintenant. Et donc, il y aura des choses entre, on va dire, entre 100 € et 300 €
dans les pièces. D'accord. Et alors, donc, tu développes en plus des sacs. Et alors, est-ce que tu peux en dire plus? C'est quoi ce que tu vas développer en prêt-à-porter? Alors moi, je sais que généralement, je prends un peu la marque à l'envers. Je sais que d'habitude, les marques commencent par le prêt-à-porter et vont vers l'accessoire. Là, j'ai créé d'abord une première chemise. Et puis là, pour la collection de cet été, il va avoir 2 robes, une jupe et un top. Là, on est sur collection en soie aussi, 100% soie pour toute la collection. Donc ce sera des collections assez colorées, il y en aura un peu pour toutes les morphologies, toutes les tailles et tout ça. Donc ça, c'est assez chouette, et d'essayer d'être toujours dans... Le top va être assez modulable, on va pouvoir autant le porter de manière avec un jeans pour aller manger un petit resto avec ses copines ou n'importe quoi, enfin avec n'importe qui, mais voilà, qu'avec une jupe et de le compléter et que ça en fasse par exemple une tenue presque pour un cocktail, un mariage et tout ça. Génial. Donc voilà. Et ça sort quand ? Ça sort au mois d'avril. Super, ok, très bien, très bien. C'est quoi les milestones, les moments clés que tu as vécu avec ta marque sur ces 2 dernières années ? Alors, on va dire que le lancement déjà a été... en fait, on parle des moments clés depuis qu'elle a démarré, mais en fait, il y a tellement de points avant qui sont tellement forts. Oui, trouver la tannerie, comme tu disais, trouver les partenaires. Et puis, il y a toute la partie prototypage, par exemple, de démarrer aussi, d'arriver, de te dire, OK, on lance la production. Le tout premier où tu te dis, là, OK, on est d'accord, on peut lancer. Ouais. Ça, je trouve que c'est déjà vachement fort, déjà. Absolument. Et puis, c'est une prise de risque, hein, c'est un saut dans l'inconnu. Et puis, tous ces moments, ces shootings, par exemple, chaque shooting aussi fait partie, ça paraît bête, mais quand tu as tout qui est fini, ton site qui est en ligne et tout ça, là, c'est déjà le premier, quand tu mets en ligne, que tu démarres, ça déjà, c'est un des moments, je trouve, super clé. Et puis sinon, je vais dire que quand j'ai lancé le showroom, ça a été aussi Depuis quand tu l'as ? Donc là, ça fait depuis 1 an, en décembre l'année dernière. Et donc, c'était quand même vachement bien parce que ça permettait, il y a beaucoup de clients qui voulaient voir en vrai, pouvoir toucher, surtout quand j'utilise quand même des super cuirs, j'essaie d'être vachement dans la finition. Et donc, du coup, ça permettait vraiment de faire rentrer les clients et de permettre dans mon univers et de pouvoir toucher. Donc ça, c'était vachement bien, et je suis vraiment contente de cet espace. Donc ça, c'était pour l'étape. Et puis après, la 3e étape, c'est d'avoir accès à l'étranger. Voilà. Un développement international, c'est évident. Parce qu'on fait des si belles choses en Belgique qu'on a envie de le partager un peu avec tout le monde, et je trouve que... C'est vrai. Et c'est quoi tes défis aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est avec tous les problèmes on va dire problèmes économiques dans le monde aujourd'hui, d'essayer de continuer à avancer. Créer une marque avant et après le Covid, c'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'il y a tout un développement, toute l'évolution est vachement différente. On va vers quelque chose on va vers un peu l'inconnu parce que on sait pas de quoi demain sera fait. D'essayer de rester juste dans les prix en sachant qu'il y a des augmentations avec les coûts des matières premières, tout ça. Donc le défi, c'est de continuer à se développer, de faire grandir la marque et de pouvoir trouver des gens qui vont pouvoir m'épauler dans la marque. Et puis après, ouvrir peut-être une boutique, on va dire dans une zone plus commerçante, on va dire comme ça, ou même ouvrir une boutique en Flandre. À Anvers, j'aimerais bien. Ça serait super. Donc je commencerai d'abord par un pop-up. Voilà. Mais donc voilà, continuer à me développer et voilà. Génial, c'est des beaux défis à relever. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui démarre justement là maintenant, après Covid, comme tu fais remarquer dans la maroquinerie ? C'est quoi les choses que tu aurais voulu savoir par exemple ? Je savais que ça allait être dur et long. Je pense déjà d'être passionné et de savoir que ça va être dur. Si tu le fais mais que tu n'es pas à 100%, ça sert à rien, quoi, parce que c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup d'investissement financier, ça reste quand même quelque chose d'important, et que ça reste ça reste aussi quand même une insécurité
tu rentres dans un système où tu n'es pas employé, tu n'es pas... Donc c'est des choses, voilà. Mais après, c'est prendre le temps de le faire. Et quand on fait les choses, d'aller le plus loin possible dans le détail, que ce soit de le faire, que ce soit au niveau du packaging, de tout ça. Que si tu crées une histoire, déjà avoir une bonne histoire à raconter et d'aller au bout des choses. Ouais. Okay. Non, et pas d'être trop brouillon en disant on verra ça plus tard. Et la communication, ça c'est hyper important. Comment fais toi pour la communication? C'est quoi Moi, au tout démarrage, j'ai une copine à moi qui m'a aidée à me structurer dans la mise en place, que ce soit du site web, on va dire de comment lancer, faire le shooting et tout ça, parce qu'au début, tu dis ok, je dois faire un shooting pack shot, je dois faire un shooting tout ça, et en fait, toi, tout est nouveau, ouais. Toi, tu fais des plans de cuisine de base, donc c'est un peu... donc cette personne m'a beaucoup aidée de cette manière-là à pouvoir me montrer. Ouais. Donc maintenant, il y a des choses que je fais fort seule, on va dire en quelque sorte. Après, je travaille avec une agence de presse, Turbulence, qui est une très chouette agence. Qui te permet d'avoir de la visibilité dans les magazines, dans la presse. Et en fait, qui me permet de toucher, on va dire, aussi une cible différente, qui est... parce que c'est vrai que notre génération est plus tellement au niveau de la presse écrite, papier... un peu moins, enfin je pense que, voilà, et je pense que c'est important de compléter la visibilité, parce que je pense que effectivement aujourd'hui il faut vivre avec son temps qui est le digital et donc tous les réseaux sociaux et tout ça, donc ça c'est important, mais il reste une clientèle aussi qui aime lire son journal et tout ça, donc ça c'était important aussi. Et tu as l'impression peut-être aussi avec tes sacs, notamment grâce à ce panier moyen entre 450 et 1200 euros, que tu t'adresses peut-être aussi à cette clientèle. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Super intéressant. Avec We Love Belgian Brands, on parle de mode belge. Est-ce que tu as une opinion, une définition pour toi de la mode belge? Est-ce que c'est important pour ta marque d'être une marque belge? Alors, moi je suis fière d'être belge, donc du coup, en fait, je pense que naturellement, je suis fière, on va dire, que ce soit une marque belge. Après, j'aime pas dire que c'est que belge, parce qu'au final, elle est plus européenne que... Enfin, elle est belge au niveau du cœur, mais dans la création, on est quand même vachement... le but, c'était vraiment de travailler avec des artisans, pour mettre en avant des artisans, on va dire, et c'est vrai que je veux dire qu'en France, ou des choses comme ça, j'ai trouvé des personnes, et c'était au niveau du relationnel, ça aurait pu être pas forcément, j'ai pas vraiment voulu aller que en France, parce que ça a été le contact et tout, mais parce qu'on pourrait me dire, oui, mais pourquoi tu produis pas tout en Belgique? Ah oui, mais c'est pas forcément faisable. C'est pas forcément faisable, et puis je pense qu'il y a un côté, ça s'est mis comme ça, avec des acteurs et des rencontres et des contacts. Mais en tout cas, oui, fière d'être une marque de belge, ça en tout cas. Et qu'est-ce que ça signifie? D'être une marque belge? Ou est-ce que tu as une définition, une opinion sur ce qu'est la mode belge aujourd'hui? Je pense que c'est aussi je pense que c'est une ADN. Tu sais reconnaître un Belge quand tu le vois, quand tu lui parles. Ça paraît. Souvent on peut dire un souci d'exigence, un souci de détail. Oui, et puis oui, et pas forcément dans le côté tape à l'œil. Non, absolument. On est plutôt la marque belge, c'est plutôt sobriété, discrétion et tout ça, avec une petite pointe de temps en temps de folie et tout ça. De surréalisme, d'humour. Et je pense que la Belgique aussi a besoin d'être dépoussiérée un peu, et je pense qu'il y a complètement la place pour des jeunes marques qui ont envie de... Voilà, il n'y a pas que des artistes musicaux qui peuvent prendre un peu la place à l'international. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison de dire ça. Je te souhaite de devenir le Angèle du sac. Oula, on a un peu le temps pour ça. Je me le souhaite aussi, mais je pense que... Voilà. Mais comme tu faisais remarquer, patience est un élément clé. Ah oui. Donc en effet, dans tous ces gens inspirants dans la mode belge, est-ce que tu penses à quelqu'un que tu souhaiterais écouter à ce micro? Alors moi, c'est
pas tellement, on va dire, des personnes reconnues que j'aimerais écouter, mais peut-être plutôt des personnes qui sont derrière la scène en quelque sorte. Ouais. Et donc, les personnes qui produisent, qui sont les petites mains au final, avec qui, sans eux, la marque n'existerait pas. Je suis d'accord. Et je pense qu'il y a tous ces acteurs en fait qui créent une marque, que ce soit dans la production, de comment ils vivent. Est-ce que c'est dur? Est-ce que leur point de vue en termes du souci du détail, de leur ressenti par rapport au fait d'être caché dans l'ombre. Et la production, c'est un métier assez ingrat, t'as raison, c'est beaucoup de lutte pour... S'ils le vivent bien ou pas, si les conditions, si au final... Et t'as quelqu'un en tête avec qui je pourrais... parce que je trouve que c'est un sujet passionnant, je te remercie. J'adore l'idée de la production, je trouve que c'est aussi un angle des métiers de la mode que je souhaite mettre en lumière. Donc si tu penses à quelqu'un, ça m'intéresse. Mais notamment donc une personne avec qui j'ai travaillé sur les premiers patronages de mes chemises, qui s'appelle Koen Vermeysen. Ok. Et donc c'est une personne qui travaille vraiment dans le souci de détail, avec un vrai savoir-faire, et donc c'est... Ok, et bien super, avec plaisir de pouvoir le contacter, parce qu'en effet, je trouve que la production est un vrai sujet de l'ombre, et pourtant, tu as raison, il n'y aurait pas de produit final sans un bon suivi de production. Oui, et puis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la production, toujours la main-d'œuvre moins chère, donc du coup, il faut quand même combattre entre le Portugal et l'Asie et tout ça, ou l'Asie et autres pays, mais c'est compliqué de subsister, d'encore exister, d'essayer de survivre au milieu de toute cette concurrence. Ouais. Absolument. Écoute, je te remercie beaucoup, Charlotte. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter ou préciser ? Que j'invite en tout cas tout le monde à passer s'il a envie de discuter ou s'il a que ce soit des questions ou envie de partager. Moi, je trouve ça toujours... en tout cas, ma boutique est là pour ça. Ouais, c'est un espace ouvert au public. Voilà, et puis toujours de croire en ses rêves et d'oser. Je pense qu'on vit qu'une fois et que du coup, allons-y quoi. Absolument. Enfin, allons-y dans la manière du possible en tout cas, mais voilà. J'aime bien cette croyance que je nourris moi-même, qui ose gagne. Voilà. Donc quand on ose, on gagne forcément. Peut-être pas à tous les coups, mais au final, on gagne. Après, ça arrive aussi, oser, ça veut dire aussi prendre le risque de se planter, se planter, mais ça anime, moi ça m'anime tellement plus que de rester, si j'avais pas osé, et rester dans la sécurité. Super. Voilà. Merci pour cette leçon inspirante. Merci à toi. Et pour tout ce que tu nous as partagé sur l'industrie de la maroquinerie. Voilà. Merci. À bientôt, Charlotte. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram @love_belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.